Bienvenue à toutes et à tous sur Témoignages ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats de l'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages. Rejoignez également notre groupe Discord pour discuter de l'apostasie, de l'islam et plein d'autres sujets. Et enfin, pour finir, vous trouverez mon mail de contact en dessous dans la description de cette vidéo si vous voulez apporter votre témoignage à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour le nouveau témoignage. Dans ce podcast, c'est Soleiman et aujourd'hui, je vous présente une apostate, une ex-musulmane qui s'appelle, je vais te présenter? Oui, je m'appelle Sonia. Sonia. Sonia, enchantée, bienvenue et je te remercie aussi de faire ton témoignage, toi aussi. Voilà, t'es vraiment courageuse et il en faut plein comme toi qui viennent. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Tu es française, Oui, je suis française d'origine tunisienne. J'ai 31 Ok, ans. Voilà, et je suis apostat depuis 5 ans environ. ok. Il s'est passé quoi il y a 5 ans pour que tu apostasies? Est-ce que c'est par rapport aux attentats? Parce qu'attends, il y a 5 ans, c'était 2017. 2017, c'est ça, tout à fait, Donc, courant donc, 2017. mhm, En fait, c'est un long cheminement. Si je suis vraiment honnête avec moi-même, en réalité, j'avais abandonné l'islam parce que j'ai été pratiquant plus jeune. Et en réalité, j'avais abandonné l'islam à ce moment-là, sauf que j'étais pas assez courageuse pour vraiment aller jusqu'au bout de mon cheminement et me dire vraiment je quitte l'islam. Tu vois, je ne suis plus musulmane, c'est terminé. Donc ça a été un long cheminement. Et du coup, ça s'est terminé en 2017 où là, vraiment, je me suis dit non, en fait, cette religion ne me convient pas du tout, quoi. Voilà. Alors, le cheminement s'est fait sur plusieurs années et vraiment, les lectures, etc., ça s'est intensifié courant 2017. d'accord. Voilà. Ok. Donc en fait, tu t'es mise à lire le Coran et parce que tu voyais qu'il y avait des choses qui allaient pas pour toi. C'est quoi, par exemple, qui te gênait? Alors, en fait, je l'avais lu avant le Coran. Moi, j'ai été pratiquante, vraiment, hein, c'est-à-dire que j'ai porté le voile, etc. Et Hmm. du coup, je l'avais lu plus jeune, puisque j'ai commencé à être pratiquante, on va dire, j'avais environ 19 ans, et jusqu'à mes 21 ans. Tu vois, grosso modo, j'ai eu 2 ans à peu près où voilà, j'étais vraiment dans l'islam, etc. Et du coup, ensuite, j'ai abandonné, mais si tu veux, j'ai abandonné en me disant, j'ai perdu la foi, mais j'y retournerai un jour. Tu vois, j'ai pas été Hmm. honnête avec moi-même. Au fond de moi, il y avait plein de choses. Donc à ce moment-là, j'avais lu le Coran et même dans la biographie du prophète, etc. Il y avait énormément de choses qui ne me convenaient pas. Mais à ce Mhm. moment-là, je pense que j'étais trop jeune, etc. En plus, pour être honnête, je savais même pas ce que c'était que l'apostasie. Et du coup, je suis pas allée jusqu'au bout, si tu veux. Je me suis juste dit, j'enlève le voile, j'arrête la prière, je passe à autre chose. Pour l'instant, c'est pas pour moi et on verra dans quelques années. Du coup, Mhm. en revanche, en 2017, j'ai pas forcément relu le Coran parce que je savais, je me souvenais quand même à peu près de ce qu'il y avait dedans, mais j'ai commencé à faire, j'ai vraiment douté avec les attentats, tout ce qui se passait. Moi, c'est surtout en particulier Daesh, tu sais, la création de l'État islamique en Irak. Ouais. Ça m'a, j'ai beaucoup suivi ces événements-là, tout ce qui est arrivé aux Yézidis, aux chrétiens, etc., à Mossoul. Voilà, c'est vraiment des choses que j'ai suivies dans l'actualité. Et du Mhm. coup, j'avais besoin de faire mes recherches. Donc voilà. Et du Mhm. coup, au final, ça a été difficile. Hein, ça s'est fait évidemment sur plusieurs mois parce que c'est pas une décision facile. Et ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Pour en finir avec Dieu, qui est écrit par un scientifique, Richard Dawkins. Et Oui. là, ça a été vraiment la fin. Voilà, c'était terminé. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il le dit au début du livre. Il dit que le but de ce livre, c'est qu'en terminant le livre, on devienne athée, quoi, tu vois. Et en fait, c'était Ah, drôle. il a C'est que pour réussi. moi, c'est Ouais. exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Et du coup, là, c'était vraiment terminé, quoi. Tiens, j'aurais une question à te poser. Tu m'as dit que tu étais musulmane et que tu portais le voile. Tu l'as Oui. porté à quel âge le voile? Alors, ça commence un petit peu à remonter. Alors, j'ai été pratiquante à peu près à partir de l'âge de 19 ans. Pendant 1 an, j'ai pratiqué sans porter le voile et il me semble que je l'ai mis, j'avais 20 ans. Et je l'ai enlevé, j'avais 21 ans.
D'accord, tu l'as gardé une année. Voilà, Et c'est ça. c'était quoi les réactions des gens quand ils ont vu que tu commençais à porter le voile, d'abord? Ah bah il y a beaucoup d'hostilité, hein. Alors en plus moi pour le coup ma mère était totalement contre, hein. Moi je viens pas du tout d'une Hein? famille pratiquante. Hein? Du coup enfin disons ils sont pratiquants mais d'une manière un peu tu sais comme l'Afrique du Nord côté Ouais. traditionnel quoi, c'est-à-dire Ramadan tout ça. Mais ma mère était vraiment contre et du coup en plus tu sais c'était un peu la montée du salafisme donc elle avait peur que je Hein? devienne extrémiste tout ça donc ça la rassurait pas du tout. Mes D'accord. copines aussi, j'en ai perdu pas mal. Et voilà, enfin, les réactions quand j'ai mis le voile, c'était plutôt négatif. À part justement les filles, on va dire ce que j'appelais les sœurs à l'époque, c'est-à-dire toutes ces personnes qui pratiquent, etc. Où là, oui, elles me disaient Mashallah, ma sœur, etc. Donc elles étaient contentes, mais pas le reste, quoi. Les gens que je connaissais. Pourquoi ta mère a été contre? Parce que elle le portait pas, ta mère, déjà? Non, non, non. Ma mère, elle porte pas le voile. Et ma mère, Et ta elle est. grand-mère? Tes Ma grand-mères? grand-mère, elle l'a porté. Alors, ma grand-mère, elle l'a porté très tard. En fait, si tu veux, moi, mes parents, ils sont tunisiens, tous les deux. Oui. Et Mhm. la Tunisie, en fait, enfin, mes parents, en tout cas, quand ils ont quitté la Tunisie, quand ils sont arrivés en France, à l'époque, l'islam n'était pas aussi présent. C'est-à-dire qu'en Tunisie, voilà, les gens, il y avait assez peu de femmes qui portaient le voile. Et en général, celles qui le portaient, c'était plutôt des dames âgées, si tu veux. Donc Mhm. voilà, du coup, moi, je viens d'une famille où ma mère était totalement contre le fait que je porte le voile, quoi. Ok. Et après, quand tu as commencé à mettre le voile, est-ce que, parce qu'en fait, regarde, moi, je vois qu'il y a plein de jeunes filles qui portent le voile, tu vois, Mhm. parce qu'elles considèrent que leurs parents, ils sont trop modérés, tu vois. Ils n'ont pas pratiqué vraiment le vrai islam, c'est Mhm. l'islam du Maghreb, tu vois, l'islam de nos grands-parents. Donc, c'est-à-dire, ils pratiquent, mais ils n'ont jamais vraiment lu les textes. Et là, chez les jeunes, il y a ce retour au texte, ce retour aux origines. Et peut-être que je me dis aussi que les jeunes femmes qui mettent le voile, c'est un peu en rébellion envers les parents aussi. Est-ce que c'était le Alors, cas pour toi aussi? moi, c'était pas forcément en rébellion envers mes parents, mais par contre, comme tu disais, oui, clairement, moi, j'avais l'impression que mes parents ne connaissaient rien à l'islam. Donc, moi, je me Mhm. disais, ben non, en fait, voilà, moi, il faut que je pratique le vrai islam. Et dans le vrai Mhm. islam, pour moi, à cette époque, le voile, voilà, était important. En plus, il y a toute une propagande, hein. Forcément, maintenant, je Mhm. vois ça avec un œil critique, mais à l'époque, j'étais dedans. Donc, tu Mhm. as énormément de vidéos, tu as énormément voilà, Ah, de cours, etc., sur l'importance du voile, sur l'importance de la pudeur. Donc, si tu veux, tu mhm. baignes dans un environnement où dès que tu commences finalement à pratiquer, en tout cas quand tu es une Mhm. femme, la question du voile arrive très rapidement sur le tapis. Voilà. Généralement, D'accord. voilà, c'est vraiment Et dans les premiers mois, quoi. il y a un événement, c'est le Hijab Day. Je sais pas si tu connais Oui, ça. oui, Ça, j'ai vu c'est un ça. jour dans l'année où genre, allez, on met tout le voile, allons-y. Tu vois, Oui. c'est genre pour être solidaire envers les femmes voilées qui subissent les discriminations et tout. Il y a des gens qui portent le voile, même des Françaises, elles sont pas musulmanes. Genre, pour le Hijab Day, enfin, c'est plus en Amérique, je pense. En France, Ah, en je France, pense à pas que ça Sciences arrive. Po, ils l'ont fait aussi, ça a fait un scandale, hein. Si, en France, ils Ah ont tenté oui, de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a euh, pas... oui. Ah là là. Et du coup, juste quand tu as commencé à le mettre, est-ce que tu n'as pas une petite histoire avec tes potes, tes amis qui l'ont. Ben, tu m'as dit il y avait des filles qui l'ont mal pris ou quoi? Pourquoi elles l'ont mal pris? Ils s'en Non, c'est foutent, pas c'est ça. ton choix. Non, mais tu sais, moi, à l'époque, je fréquentais aussi pas mal de filles non musulmanes, des Françaises, quoi, si tu Ouais, veux. Et ouais, donc, ok. forcément, bah, voilà, ça met un mur entre les deux, quoi, tu vois. Parce qu'après, il n'y a pas que le Mhm, voile, il y a tout un comportement. En fait, ta vie, elle change hein, quand tu te mets dans l'islam. Tu vois, tu peux plus faire mhm. les mêmes choses, tu vois plus la vie de la même manière. Donc, voilà, forcément. En fait, c'est même pas qu'elles m'ont rejeté, c'est simplement que finalement, on avait pratiquement plus de points communs, quoi, tu vois. Donc, D'accord, ok. Et après, et du coup, le jour où tu l'as enlevé, il s'est oui. passé quoi? Alors moi, j'ai arrêté de prier avant d'enlever mon voile. Donc Hein? j'avais vraiment perdu la foi. J'ai fait une grosse dépression parce que je me suis dit mais comment c'est possible que j'ai perdu la foi? Qu'est-ce qui se passe, etc.
Et en fait, je me sentais totalement hypocrite de continuer à mettre le voile alors que j'avais arrêté de prier, tu vois. En fait, un jour, je me suis dit non, là, ça y est, il faut le faire et il faut l'enlever, quoi. C'est plus possible. Tu peux pas porter le voile alors que tu pries pas. Donc voilà. Ouais. Un jour, je me suis dit, Ok. voilà, c'est aujourd'hui, quoi, tout simplement. Du coup, tu sais qu'il y a plein de femmes, elles se sentent nues. Est-ce que toi, tu as eu un effet psychologique aussi en enlevant, où tu es sorti un jour et tu avais les cheveux à l'air, et là, tu te sentais bizarre? Est-ce que c'est Non. arrivé, toi? Non, Non? moi, je me suis sentie bien. Non, franchement, je me suis Ah ouais, sentie bien. Après, tu as toujours ouais, peur, mais c'est plus le regard des autres, hein, forcément, de ta ouais. communauté, comment les gens vont prendre du fait que tu aies enlevé le voile. Mais sinon, moi, à Mhm. titre personnel, non, je me sentais bien. Et comment ils ont réagi, les gens? T'ont pas Alors, dit, ah bon, tu l'enlèves? Non? non, alors moi, après, j'avais prévenu, c'est-à-dire que j'avais fait des SMS et tout ça, donc j'avais prévenu pas mal de gens de mon Ah entourage. ouais. Et du coup, voilà. Non, franchement, j'ai pas eu de réaction vraiment hostile. Après, comme je t'ai dit, j'avais déjà plus ou moins, en fait, perdu la foi. Et donc, j'avais tout Mhm. un cercle. Bon, j'avais plusieurs cercles d'amis, mais j'en avais un où c'était vraiment des sœurs, voilà, on va dire, on pourrait dire des salafistes, voilà. Ouais, ouais. Donc, elles, ce groupe d'amis-là, par contre, j'avais déjà pris des distances parce que forcément, j'étais plus aussi pratiquante, j'avais perdu la foi. Donc, si tu veux, ces filles-là, bah, je les ai pas revues. Je pense que c'était Ah, plutôt elles qui étaient susceptibles de me juger. Mais comme ouais. j'avais pris mes distances, bah, du coup, ça s'est pas fait. Et après, mes autres copines, non, elles m'ont juste dit, ah, c'est dommage, t'étais tellement belle avec ton voile. Enfin, tu vois, le genre de truc un peu cliché comme ça. Mais Mhm. j'ai pas, non, ça va. Franchement, j'ai pas été critiquée. Même ma mère s'en fichait complètement. Au contraire, ça l'arrangeait, hein. Elle était bien contente. Ah, mais c'est quand même curieux que tu aies envoyé un message écrit, un SMS, pour prévenir les gens. Et Genre, ouais. Mm. tellement c'est brutal, genre Et tellement oui. c'est, genre tu leur as dit quoi? Tu dis voilà, bon, soyez pas choqués, demain vous allez me Oui, oui, voir sans oui. C'est voile, ça. c'est C'est ça? ça. Ouais, ouais, Ah, c'est ça, ah ouais, exactement. Bah oui, j'ai prévenu parce ah que je ouais, voulais éviter ouais. des moments, tu vois, délicats, quoi. Parce qu'en plus, moi, à ce moment-là, Mhm. j'étais très sensible. Parce que comme j'avais Ouais. perdu la foi, j'étais quasiment en dépression. Donc, si tu veux, j'étais à un moment difficile de ma vie. Donc, en plus, Mhm. si les gens rajoutaient une couche en me disant publiquement devant tout le monde, ah, mais qu'est-ce que t'as fait, c'est n'importe quoi, etc., tu vois, je l'aurais mal pris, quoi. Et du coup, j'ai préféré prévenir. Ouais, je leur ai fait un SMS, comme tu dis, en leur disant, voilà, ne soyez pas choqués, j'ai décidé de faire ça, etc., quoi. Tout simplement. D'accord. Et après, tu sais, moi, tu sais, j'ai une grande sœur qui porte un gilbeb. Donc, moi, Oui. je comprends pourquoi elle a voulu le porter quand elle était adolescente. C'est parce qu'elle sentait le regard des hommes en Mhm. France. Tu vois, le regard des hommes qui peut être insistant, tu sais, des mecs dragueurs et tout. Est-ce Oui. que tu l'as aussi porté pour éviter ça, quoi, pour éviter les relous dans la rue? Franchement, non. Honnêtement, ma décision n'a pas été basée là-dessus. C'est vraiment Ok. parce que, comme je te disais, quand tu rentres dans la pratique, bah, en Mhm. fait, t'incites à mettre le voile en t'expliquant que c'est la pudeur, que ça te rapproche de Dieu, etc., etc. Après, non, Mhm. c'est pas la raison pour laquelle j'ai porté le voile. Parce que moi, si tu veux, D'accord. j'étais déjà dans un milieu universitaire, si tu veux, quand j'ai porté le voile. Donc, tu vois, Mhm. tout ce côté un peu quartier, etc., bah, j'étais déjà plus dedans, quoi. Donc, non, c'est D'accord. pas ça. Ah, parce que avant, tu vivais en quartier, alors. Ah oui, oui, moi, j'ai grandi dans un quartier, tout à fait. C'était comment? C'était des grands bâtiments, des Ah, c'était les cités qu'on HLM? voit à la télé, dans les émissions. Ah, d'accord. Genre, c'est pas juste une petite résidence, genre Ah non, non, je n'ai pas eu cette chance, Ah, non. Non, non. eh ben, tu peux nous en parler de ça? Comment ça se passait pour toi de vivre en cité en tant que jeune musulmane, jeune maghrébine? Comment c'était les rapports avec les gens et tout? Ah bah c'était compliqué hein, parce que en fait tu es toujours prise entre deux feux quand tu es une jeune fille maghrébine. C'est-à-dire que en même temps tu aspires à vouloir vivre comme quand tu regardes les séries américaines où elles ont un petit ami, elles vont dormir chez leurs copines, elles font faire la fête, etc. Et de l'autre Mhm. côté, bah, tu comprends bien que toi en tant que maghrébine, tu n'auras jamais ça quoi.
Donc, tu vois, tu essayes toujours d'être un peu entre les deux, sans dépasser vraiment la limite. Non, c'est pas facile. Et puis, honnêtement, dans les quartiers, mais ça, je pense que c'est dû à la culture aussi musulmane, hein, c'est lié. On fait pas de cadeaux aux filles, quoi. Hein. Donc, on n'a pas le droit à la moindre erreur. Hein. Clairement, voilà, hein, on est scruté, on est surveillé, et attention à celles qui font pas et qui agissent pas comme il faudrait. Donc non, moi c'est vraiment une partie de ma vie que je regrette pas du tout. Je suis bien contente que ce soit derrière moi, quoi. D'accord. Donc, et tu sentais qu'au quartier, les gens, ils te jugeaient, tu vois, les gens, enfin, parce que t'avais l'association, la fameuse association, ni pute, ni soumise. Oui. Tu connais ça? Oui, bien Parce qu'en sûr. gros, au quartier, en tant que femme maghrébine, soit tu portes le voile et tu es pieuse, tu es une fille bien, soit tu le portes pas et là, tu es une fille libertine. Voilà, je vais pas sortir les gros mots qui te sortent, mais c'est ça. Tu vivais toi comme réalité? Alors moi, dans le quartier où j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup de filles voilées. Honnêtement, c'était pas ça, tu vois. Mais il y avait quand même le côté très traditionnel, c'est-à-dire la gentille fille qui ne sort pas, qui aide sa mère à faire la cuisine, etc. Enfin, tu connais les clichés. Tu vois un peu. Donc on n'en était pas là. C'était pas genre soit t'es voilée, soit t'es pas une femme bien. Mais clairement, si tu voulais, on va dire, t'émanciper, voilà, prendre un petit peu de liberté, etc. Ah oui, là, ta réputation, clairement, elle en pâtissait, quoi. Clairement. D'accord. Oui, tu as toujours. De toute façon, dans une cité, dans un quartier, la chose la plus importante pour une femme, c'est sa réputation. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Est-ce que tu avais peur qu'on te fasse une mauvaise réputation? Ah, bien sûr, évidemment. Ah oui, bien sûr. C'était ma hantise. Ok. C'est quoi ton rapport aujourd'hui avec les musulmans? C'est-à-dire, tu dois en voir au travail, dans la rue, dans la famille. C'est quoi tes rapports avec eux maintenant? Ils savent pas que tu es apostate, je suppose. Non, pas du tout. Ils savent pas, donc ils me considèrent comme une musulmane. Ouais. Mes rapports, c'est que des fois j'ai du mal à tenir ma langue, notamment quand ils sont dans la victimisation, etc. Voilà. Après, Ils disent quoi? voilà, parfois je trouve qu'ils ont des attitudes victimaires, quoi, par rapport à la situation. Ils comprennent pas vraiment pourquoi on parle d'eux, alors que moi je trouve que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'islam pose vraiment des problèmes en France, donc il est normal qu'on parle de ce sujet. Donc j'essaye. Alors évidemment, ils savent pas que j'ai quitté l'islam, donc j'essaye de le dire avec tact, mais des fois j'ai du mal à tenir ma langue, quoi. Après, attention, hein, moi j'ai rien contre les musulmans. Beaucoup de mes amis sont musulmans, ma famille est musulmane, etc. Il y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc mes rapports, ils sont les rapports d'une personne qui est critique envers l'islam, mais qui en même temps essaye de faire en sorte que les gens ne comprennent pas qu'elle-même a quitté l'islam, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, on va dire. Ok. Et au travail, je crois que le jour tu avais parlé de ça, non? Au travail, tu as des collègues maghrébins. Oui. Et eux, tu sens qu'ils te jugent, non, un peu? Ah oui, tout à fait. Ah oui, mais de toute façon, il y a une pression communautaire. Des fois, tu as la naïveté de croire qu'en grandissant, tu vas quitter le quartier et puis après, c'est bon, tu es tranquille. Alors qu'en fait, non, hein, la pression communautaire, elle est jusqu'à ta mort. Donc, du coup, oui, quand tu es une femme maghrébine, en plus, moi, voilà, je suis, comme on dirait, assez occidentalisée. Bon, eux, ils savent pas que je suis apostat, mais pour eux, je suis juste occidentalisée. Et du coup, c'est vrai que voilà, quand tu consommes de l'alcool, etc., devant des collègues surtout masculins et d'origine maghrébine, oui, clairement, ils te jugent. Ils se permettent même parfois de te faire des remarques. Hein. Moi, j'en ai déjà eu au travail, quoi. Avec des personnes avec lesquelles j'ai aucun lien familial. Voilà, je suis pas du tout de de leur environnement proche, rien du tout. C'est vraiment juste des collègues. Mais parce que tu es maghrébine, et donc pour eux de facto musulmane, ils pensent qu'ils ont le droit de te dire un peu ce qu'ils pensent de toi, quoi. Ok. Est-ce que toi, en tant que jeune au quartier, est-ce que tu étais un peu séquestré, quoi? C'est-à-dire, c'est un grand mot, mais est-ce qu'en gros, tu pouvais pas sortir, fallait rester à la maison, genre à 18h, hein? Ah oui, c'est clair. Moi, j'avais un père qui était hyper dur. Autant, voilà, il priait pas. C'était pas le genre de père à nous obliger à apprendre le Coran, tout ça. Ça, on n'a pas du tout connu.
Autant, oui, mes parents, ils étaient très conservateurs, hors de question de se maquiller, hors de question de sortir la nuit, hors de question d'avoir des amis masculins. Ah oui, moi, je suis très, très peu sortie dans ma jeunesse et 18 heures, c'était à la maison, hein, c'est clair. Hein. Mais c'est quand même ironique parce que ta mère, elle voulait pas que tu portes le voile et maintenant, toi, tu es apostate, mais elle est toujours musulmane, ta mère. C'est vrai. Et en plus, elle s'est mise à prier, tu vois, ces dernières années. Comme quoi, on ne sait jamais ce qui nous attend. Alors qu'il y a quelques années, c'est moi qui trouvais qu'elle n'était pas assez musulmane. Et finalement, maintenant, je trouve qu'elle l'est trop. Donc, parce que quand les personnes elles commencent à vieillir. C'est ça. Moi, c'est pareil pour ma mère. Hein. Ma mère aussi, elle commence à avoir, je crois, 60 ans. Et là, elle a commencé la prière et tout, alors qu'elle a jamais fait de sa vie. Hein. Ma mère, comme ma mère. Pareil. C'est l'âge, hein, je pense. Hein. Moi, je les comprends. Je me dis, bon, c'est la peur de la mort. Voilà, je veux pas les embêter, tu vois. Ils font ce qu'elles veulent. Si c'est un soutien pour elles, si c'est une source d'espoir pour elles, qui suis-je pour leur dire non, tu vois. Je dis non. Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que tu le caches à ta famille que tu es apostate? À tout le monde. T'as pas des frères et sœurs? Alors, si, j'ai des frères et sœurs. Il y en a qu'un seul. En fait, j'ai que mon petit frère qui est au courant que je suis apostate. Du coup, c'est un sujet très très sensible, hein, donc on n'en parle pas. Il le sait, mais voilà, on n'aborde pas le sujet. Sinon, tout le reste de ma famille n'est pas au courant et pour l'instant, je veux pas les mettre au courant. Mais donc, comment il a pris ton frère? C'est moi qui lui ai dit en fait, et il a très très mal pris, vraiment très très mal pris. Hein. Pour lui, c'était impensable, comme pour la plupart des musulmans, je pense. Hein, même moi, quand j'étais musulmane. Pour moi, apostat, ça voulait rien dire. Moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait quitté l'islam, quoi. Pour moi, c'était un truc, ça n'existait pas, quoi. Donc pour lui, il comprenait pas comment je pouvais quitter l'islam, et il a très très mal réagi. Et après, on s'est rabiboché finalement, mais on parle pas de ce sujet, quoi. Si tu veux, c'est un peu un sujet tabou. Mais lui, c'est un modéré ou c'est un peu plus? Oui, il est jeune, hein, mon frère. Hein, c'est un ado, hein. Donc oui, il est. C'est un ado là. Il est modéré, mais en même temps, il a un attachement un peu culturel à l'islam, si tu veux. C'est-à-dire qu'il est pas pratiquant et tout, mais pour lui, c'est impensable de pas être musulman, tu vois. Donc voilà. Du coup, il n'était pas content du tout. Ok. Est-ce que des fois tu vas au bled en Tunisie? Et d'ailleurs, on salue tous nos auditeurs. Oui. Attends, je la refais. On salue tous nos auditeurs tunisiens. Et voilà. Est-ce que des fois tu vas en Tunisie? Alors j'y allais quand j'étais plus jeune, mais là ça fait un moment que j'y suis pas retournée. Plus jeune, oui. Comment tu le vois le pays? Comment tu vois le bled pour toi? Est-ce que c'est un lieu qui est chaleureux, qui est bienveillant, ou est-ce que c'est plutôt trop conservateur? Tu penses quoi de la Tunisie? Tu penses quoi du pays de tes ancêtres? Alors, c'est un très beau pays. La Tunisie, c'est très beau. En revanche, la mentalité, comme elle a évolué, moi, personnellement, ça ne me convient pas. C'est-à-dire que les gens sont devenus trop conservateurs. Parce que moi, je viens d'une famille modeste. Hein, donc, ma famille, voilà, ils sont d'un village. Donc, forcément, voilà, c'est beaucoup plus conservateur que dans les grandes villes. Voilà, quand j'étais vraiment petite, j'adorais aller en Tunisie, je m'amusais, tout ça, c'était génial. J'adore la culture tunisienne encore aujourd'hui, hein. Mais c'est vrai que l'islam a pris de plus en plus de place et du coup, non, aujourd'hui vraiment les gens sont beaucoup trop conservateurs pour moi, quoi. Ça me convient plus du tout. C'est quoi qui a changé si tu peux être plus précise? C'est quoi que tu faisais en tant qu'enfant? Tu faisais quoi comme activité enfant là-bas? C'est-à-dire que quand tu es petite, quand je dirais jusqu'à 11-12 ans, il n'y a pas de différence entre une petite fille et un petit garçon, tu vois. Au bled, tu te promènes, tu joues dehors, tu peux jouer avec des petits garçons, tu peux jouer avec tes cousins, tu fais à peu près ce que tu veux. Quand tu commences à être pré-ado, on va dire pubère, etc., là, tout de suite, en tant que fille, tu peux plus sortir, tu peux plus discuter avec des garçons, tu peux plus faire ce que tu veux, en fait, hein. La pression, vraiment d'une année sur l'autre, tu sens le changement, quoi. Et quand tu es une jeune fille, tu restes à la maison au bled, hein, à moins que tu te balades en famille, mais sinon, tu restes à la maison. Hein. Ah, tu peux pas sortir une jeune femme seule
dans Alors la attention, rue, moi je faire parle tes de mon trucs. village, hein, parce que s'il y a des Ah, Tunisiens qui écoutent, ils vont mhm, dire ah mais non, c'est pas vrai, elle dit n'importe quoi. En Tunisie, les femmes peuvent sortir seules. Moi, je parle mhm, vraiment de mon village en tant que jeune fille, parce qu'en plus nous on venait de France, donc forcément, tu vois, c'était pas notre environnement. Donc mhm. nous, non, on ne nous laissait pas sortir toute seule, ça c'est clair. Mes sœurs et moi, c'était impossible quoi. Après, quand tu vas dans les grandes villes, si bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, tu peux tout à fait te balader. Mais dans les villages comme ça, reculés de Ouais. Tunisie, non, c'est mal vu, hein, clairement. Hein. Mais c'était quoi le risque? Ah, c'est la réputation, quoi. C'est ça, Ah c'est. bah oui, le risque, c'est la réputation, tout à fait, exactement. Que les gens disent du mal de toi, que ça nuise à ta famille, que ça nuise à la réputation de ta famille. Le risque, que ce soit en France, dans un quartier ou au bled, c'est le même, hein, parce que la mentalité, finalement, bah, ça se recoupe, quoi. C'est la même, en fait, au final. Ils ont importé les mentalités du bled en France, en fait. Hmm. Moi, ce qui m'avait vraiment surpris quand j'ai écouté ton premier témoignage avec Momo, c'est que tu avais dit qu'à l'époque, les femmes, elles dansaient dans les mariages Mm. et qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui refusent, enfin, qui ne dansent plus en Tout à Tunisie. fait, tout à fait. C'est ça, en fait, si tu veux, comme je l'avais dit sur le podcast à Momo, la Tunisie, c'est un Mhm, pays assez festif. Donc, si tu veux, les gens mhm, sont vraiment bons vivants, ils aiment la musique, tout ça. Donc, quand j'étais petite, plus jeune, quand on allait en Tunisie, en plus, nous, alors je sais pas, peut-être que ça a changé depuis, mais il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. Si tu veux, c'était des mariages mixtes, mhm, quoi. Et mhm, c'était super, hein, tout le monde s'est amusé. Enfin, c'était mais des ambiances absolument incroyables, quoi. Et en fait, maintenant, si tu veux, en tout cas la dernière fois que j'y suis retournée, maintenant c'est mal vu de danser déjà pour les femmes dans des mariages. La plupart des femmes sont voilées. Et en plus, à moins que ce soit de la famille vraiment très proche, par exemple un frère, etc., et ben les femmes ne dansent mhm, plus parce que c'est mal vu de danser, d'autant plus devant des hommes, quoi. Donc l'ambiance, mhm. elle a vraiment changé en Tunisie. Ça a vraiment plus rien à voir, quoi. Après, attention, je le répète, moi je parle vraiment de mon milieu social parce que après, Mhm. voilà, il y a des personnes qui vivent tout à fait différemment en Tunisie, bien sûr. Hein. Ça dépend des gens. Oui. Mhm, mhm. Ok. Après, c'est ton expérience. Mais d'ailleurs, Oui, tu sais voilà. que moi, en mariage, moi, je suis algérien d'origine. Et en Oui, Algérie, nous, c'était séparé, tu vois. C'était homme-femme séparés. oui. Et c'est vrai que moi, je voulais trop aller chez les femmes parce que bah oui, parce que c'était trop bien, quoi. Et en fait, Oui. chez les hommes, quand même, je leur ai mis l'ambiance, en fait. Parce qu'ils ont mis la musique à fond et tout. Et en fait, il y avait un homme, c'était un paysan. Apparemment, c'était mon oncle. Je sais pas, tu vois, je le connaissais pas, mais bon, tu sais, là-bas, tout le monde est ton cousin ou ton oncle, tu vois. Oui, c'est ça. Et le mec et tout, il commence à danser et tout. Et moi, je danse avec lui. Et comment on a dansé ensemble, c'était trop bien. En plus, moi, je sais un peu danser. Ouais. Et du coup, je leur ai montré des moves et tout. Ils étaient trop contents. Les mecs, franchement, je leur ai mis l'ambiance, je leur ai mis le feu. Ils étaient trop farhan. Ils étaient trop heureux. Trop heureux. Et moi, c'était un bon souvenir quand même. Mais bon, ça aurait été mieux s'il y avait les hommes et femmes ensemble, tu vois. Mais bon, les Oui, mais après, mentalités c'est vrai que, veulent ouais. que. Mm. Oui, et là, Après, alors ça, moi, dis-moi. c'est comme toi. Moi, c'est comme toi. Moi, c'est un village. Je parle d'un village. Je Oui, parle pas oui. des grandes villes d'Algérie. Moi, Mm. Oui, c'est pas voilà, la je suis dans même les chose. montagnes. Voilà, dans les montagnes en Algérie. Voilà, c'est comme ça. Mm.